ou en tout cas de concevoir ces fonctionnalités sans que vous ayez à coder. Donc, par fonctionnalité, on peut donner des exemples. Par exemple, le paiement en ligne est une fonctionnalité, charger un fichier en ligne est une autre fonctionnalité, etc. De toute façon, on va le voir plus en détail dans la suite du webinaire. On appelle aussi le no-code low-code parce qu'il n'y a pas de codage, de code source à développer, en fait. Il n'y a pas de ligne de code source. En fait, sur les plateformes en ligne qui permettent donc de construire des fonctionnalités, de les assembler, les lignes de code source sont masquées pour en fait laisser place à une visualisation simplifiée de ces fonctionnalités. Donc en fait, Mohamed, est-ce que tu peux juste revenir sur la slide précédente? Je pense que j'ai inversé l'ordre. Voilà, donc en fait, là, vous avez une plateforme no-code qui s'appelle Bubble. Et là, sur la gauche, vous avez des éléments, donc des fonctionnalités, pour créer des fonctionnalités en tout cas. Donc voilà, concrètement, ça ressemble à ça, mais ce n'est pas la seule plateforme no-code qui existe, on va le voir un peu plus tard. Alors, pour donner 3 exemples d'usage, alors c'est la slide juste après, s'il te plaît. Voilà, les 3 exemples d'usage pour le no-code. Donc, on peut utiliser du no-code pour lancer son site ou une application web ou mobile, donc sur smartphone. Donc, c'est pour créer votre produit, ou en tout cas votre produit de base pour tester avant de le lancer sur le marché. Ensuite, vous avez des usages plutôt marketing, donc pour trouver des clients. Donc, vous avez par exemple des outils qui vont venir scraper, donc exporter des données de contact, par exemple, de votre cible, pour ensuite les réexploiter en envoyant, par exemple, du cold emailing, donc c'est-à-dire des emails commerciaux, enfin en tout cas de première prise de contact avec vos prospects, vos leads. Vous pouvez aussi utiliser des outils no-code pour gérer votre relation client. Donc, par exemple, d'envoyer des scénarios d'email automatisés, donc tout ce qui est onboarding, par exemple pour souhaiter la bienvenue à vos clients, leur dire merci de nous choisir, etc. Donc voilà, vous avez tout un pan marketing qui est possible d'exploiter grâce aux outils no-code. On va les voir un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez des outils pour gérer votre productivité, donc pour être plus efficace dans votre travail et pour vous organiser. On va le voir aussi un peu plus tard. Est-ce que tu peux aller sur la slide juste après, s'il te plaît? J'ai beaucoup de gens qui arrivent, hein. Bienvenue, hein. Merci, installez-vous. Bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à préparer vos questions pour la fin, hein, si vous en avez. On sera ravis d'y répondre. Je te laisse la parole. Et on enregistre le webinaire pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc, les avantages du no-code. Donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est visuel. Donc, effectivement, vous pouvez assembler des fonctionnalités ou les utiliser, par exemple, en drag and drop, donc cliquer et glisser. Donc, c'est simple et voilà, vous voyez directement les fonctionnalités. Je vous dis n'importe quoi, mais un crayon pour afficher une zone de texte. C'est aussi simple que ça parfois. C'est hébergé aussi 100% dans le cloud, donc vous n'avez rien à installer et vous pouvez avoir accès à ces plateformes et outils donc en ligne. Ensuite, au niveau business model, donc vous avez accès à certaines fonctionnalités, en tout cas gratuitement. C'est limité, donc après, ça dépend les usages ou jusqu'où vous voulez aller avec ces outils. Mais ça reste flexible, c'est un système d'abonnement sur tous les outils. Ensuite, les avantages, ce sont aussi des templates qui sont donc préconçus pour vous aider à utiliser directement donc, certaines fonctionnalités ou avoir des templates pour construire une page web pour tester, pour envoyer un formulaire ou pour tester un produit ou pour réaliser même votre site web, vous pouvez le faire à partir d'un template. Ensuite, le no-code, l'avantage, c'est que c'est rapide au niveau de la conception. Donc là où vous allez avoir des délais plus longs dans un développement classique, le no-code a l'avantage de la rapidité. Et comme je le disais aussi, comme c'est hyper visuel, vous avez une prise en main quand même qui est assez facile.
Donc, on va donner quelques exemples d'outils maintenant sur la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, on le disait tout à l'heure, donc par exemple, pour créer votre site, vous avez la plateforme Webflow. C'est pareil, donc Webflow propose des templates. Vous pouvez insérer des éléments en drag and drop, donc cliquer, glisser, enfin cliquer, déposer. Ensuite, vous pouvez créer par exemple des formulaires en ligne. Vous connaissez peut-être déjà donc l'outil Typeform pour créer des formulaires interactifs. Ensuite, vous avez Notion. Par exemple, si vous souhaitez, au sein de votre structure, de votre cabinet, créer une base de connaissances ou un workspace, donc c'est-à-dire un espace pour collaborer avec vos associés, vos collaborateurs, vos assistantes, voilà, vous pouvez utiliser Notion, qui est pareil, gratuit dans l'abonnement de base. Vous pouvez également utiliser, par exemple, vous connaissez aussi peut-être Mailchimp, qui vous permet d'envoyer des emails de façon automatique. Vous pouvez créer des scénarios d'envoi d'emails. Donc, on le disait tout à l'heure, par exemple, souhaiter la bienvenue à vos clients, puis présenter votre cabinet. Puis ensuite, vous pouvez aussi envoyer des newsletters à vos abonnés. Et enfin, un dernier exemple, Airtable, qui vous permet, par exemple, de créer une base de données clients. Donc, si vous voulez segmenter vos clients et ensuite exploiter ces données, vous pouvez construire un outil sur mesure grâce à Airtable. Je vais passer à la slide suivante. Justine, voilà. Juste avant que je parte, tu me donneras la parole? Oui. Pour que je fasse part de mon expérience. J'accélère. Effectivement, Marie a une audience, donc je vais accélérer. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut combiner ces outils no-code, les moduler si vous les interfacez, si vous les combinez ensemble, ces outils, vous pouvez aboutir à des actions qui s'enchaînent pour vous aider dans votre organisation ou dans vos objectifs, par exemple. Je vais donner un exemple, ça sera plus concret. Vous utilisez Typeform pour faire remplir un formulaire en ligne. Les données de Typeform peuvent transiter dans Zapier, qui est un outil aussi d'automatisation. Donc, pareil, c'est pour automatiser des actions qui vont se succéder, qui vont s'enchaîner automatiquement. Donc, si vous utilisez Zapier et que vous connectez Typeform à Airtable, vos données peuvent atterrir dans votre base de données. Donc, par exemple, je peux créer une base de données à partir des informations récoltées dans Typeform, donc nom, prénom, profession, nom de l'entreprise, etc., etc. Et en fait, cet interfaçage est possible grâce à un système qui est appelé donc, API, donc c'est un terme anglais pour Application Programming Interface. Et donc, le plus souvent, les outils en ligne proposent des API pour justement permettre cette combinaison. Pour la slide suivante, s'il te plaît, merci. Et on parlait du produit, donc de concevoir un produit, même un produit de base, pour le tester, par exemple, ou même pour en faire votre application. Donc là, je vais vous donner 3 exemples, 3 noms de plateformes no-code que sont Bubble, Adalo et Glide. Donc Bubble, par exemple, vous pouvez concevoir une application web sur le web et Glide, c'est sur smartphone, il me semble, c'est une application mobile. Alexandre, tu m'interromps si je me trompe. Ah ouais, c'est principalement fait pour mobile. Ouais. Voilà. Et là, particulièrement aujourd'hui, donc nous, on va vous proposer un cas concret, donc une démonstration à partir d'une autre plateforme no-code. Mohamed, si tu peux passer à la slide, s'il te plaît. Donc, cet outil, cette plateforme no-code s'appelle XAR. Donc là, je vais laisser la main à Marie et ensuite à Alexandre. Merci, Justine. Donc, pour introduire l'outil qu'Alexandre va vous présenter et qu'il a conçu pour vous, l'expérience que j'ai
que j'ai traversé moi et puis que j'ai vu d'avocats qui conçoivent un site ou un outil et qui, en général, ils passent un temps fou. L'intérêt du no-code, c'est que d'une part, terminer les problèmes de compréhension entre développeurs et avocats où on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un cahier des charges, ou en tout cas, il est tout le temps modifié parce que c'est assez difficile pour un avocat de comprendre le langage technique du développeur informatique, et il est difficile, à l'inverse, pour le développeur informatique de comprendre ce que veut l'avocat et ce qu'il veut implémenter dans son métier. Avec cet outil, l'avocat peut comprendre comment réaliser un outil et développer un site Internet. Donc, soit il le fait lui-même, soit il fait appel à un expert en no-code pour développer son site Internet ou son appli ou son outil. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour lui de comprendre comment ça marche. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la rapidité, parce que quand on est fondateur de LegalTech, comme quelques-uns qui sont ici présents, et comme je l'ai traversé, comme d'autres confrères que je connais bien l'ont vécu, c'est vraiment frustrant de voir qu'on met 1 an ou plus à développer un outil, une application, une plateforme. Avec le no-code, on va beaucoup plus vite et du coup, on peut mettre en application ce qu'on a dans la tête très rapidement et à moindre coût. Donc, c'est vraiment un avantage qui n'est pas négligeable et qui permet de faire beaucoup plus pour moins cher et en moins de temps et en comprenant ce qu'on fait. Donc, c'est quand même tous ces avantages combinés qui font qu'aujourd'hui, beaucoup d'avocats se tournent vers le no-code ou s'y intéressent. Et donc, vous allez voir concrètement ce que ça donne avec la démonstration que va vous faire Alexandre. Je vous souhaite une bonne fin de webinaire. Je vais devoir vous laisser et je vous dis à bientôt à tous. Au revoir. Merci Marie. Je passe. Alexandre, tu nous entends? Ouais, je t'entends. Très bien. Super. Je te passe la main. Ok. Ok. Je vais arrêter le partage. J'aimerais bien juste souligner un point. En fait, effectivement, comme disait Justine, en fait, il y a deux approches du no-code. Il y a l'approche qu'on appelle du coup modulaire, où justement on va imbriquer plusieurs outils no-code, comme elle a dit, et les connecter entre elles grâce à des API. Et il y a l'approche aussi ce qu'on appelle intégrée. Donc, comme elle a présenté aussi, Bubble, Adalo et Glide, où dessus, en fait, vous avez directement le design, la base de données, les workflows, donc les interactions, les actions qui sont à l'intérieur, et la connexion avec d'autres services tiers, comme les API. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'approche plutôt intégrée. Et du coup, là, je vais vous faire une petite démo d'un outil qui a été développé sur un outil de génération de contrats qui a été développé sur un outil no-code français qui s'appelle XAR. Et pourquoi je présente ça? Je présente ça parce que, en fait, XAR, vous voyez quoi comme écran là? Si, c'est bon. Ok. En fait, XAR, du coup, c'est un outil du coup qui permet de créer en toute liberté et simplicité des interfaces du coup respectueuses de la réglementation RGPD. Du coup, ce qui n'est pas forcément dû à tous les outils, à beaucoup d'outils no-code, en fait, parce que beaucoup d'outils no-code sont hébergés, notamment, toutes les données sont hébergées aux États-Unis, sur les serveurs américains. Il y a en termes de RGPD, c'est pas forcément très en adéquation, en tout cas. Et donc voilà, et XAR aussi a ces données qui sont complètement hébergées en France. Et il y a la possibilité, du coup, aussi de stocker des données liées à la santé, par exemple, dessus. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, c'est
un outil alors que ça se présente comme ça en fait. Derrière, c'est que vous pouvez rajouter des blocs, rajouter des boutons, construire un peu du coup le front et construire aussi ce qu'on appelle des workflows, donc des interactions, c'est-à-dire on va remplir un formulaire sur l'article 1 pour le contrat, donc c'est un formulaire à remplir par exemple pour le salarié, enfin par le salarié par exemple pour un contrat de CDI. Et donc du coup il va tout remplir, du coup les différentes actions. Et ça peut générer automatiquement donc, la création d'un document en PDF ou en DocX, enfin, en Word si vous voulez, et soit rediriger directement vers une page, ou alors aussi il y a des possibilités d'actions qui sont liées à l'envoi de SMS, par exemple, pour lui prévenir, voilà, ton contrat est prêt à signer, il faut aller sur tel lien pour pouvoir le signer, par exemple, ou envoyer aussi du coup des mails. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont déjà intégrées dedans, qu'il n'y a pas besoin de connecter avec d'autres outils. Et donc, du coup, par exemple, on va faire un truc assez simple, qui est le contrat de génération de CDI. Ici, on a du coup la possibilité de renseigner son nom. Je vous donne ma date exacte d'anniversaire si vous voulez me sauter un jour. J'ai de naissance à Paris, on va être original. Hein. Tac, bim, c'est chez moi. Je vais pas vous donner quand même une numéro de sécu. Fonction. N'hésite pas, c'est le moment de choisir ta fonction. Dans le début de contrat, on est quel jour? On va dire à plus 20. Tac, tac, 2022. Lieu de travail, une rue connue à Paris. De Girard. Temps de travail, on va rester du lundi au vendredi. Horaire de travail 9h à 17h. Voilà, tac. Taux horaire. Je sais pas. Tu peux ne pas négocier. Là. Date de signature du contrat, on serait sur la date d'aujourd'hui. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que là, en fait, du coup, c'est un champ, comme vous pouvez voir, un champ de date qu'on peut remplir à la main ou alors aussi choisir directement là-dedans. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et après, on va générer le contrat. Donc, ici, on l'a du coup en doc. Donc, si je vous partage mon écran. C'est vraiment un modèle fictif voilà, en imaginant que je suis cette entreprise-là, mais bon, ne regardez pas trop. Et donc, du coup, ici, en fait, on avait intégré du coup des variables dans ce document. Et comme vous pouvez le voir, c'est pré-rempli automatiquement, ce qui est plutôt pas mal. Donc, ça peut faire gagner pas mal de temps. Donc, voilà. Et ici, vous allez voir après, il y a juste un autre workflow. Donc, ici, du coup, on peut l'ouvrir, on peut le télécharger, on peut aussi le générer en PDF. Donc, voilà, on peut le voir directement en PDF. Et si on termine, ici, on va aller sur du coup les différents documents qui ont été générés. Et comme vous pouvez le voir ici, on vient de créer. Il est là, directement. Donc, on peut le retrouver. Il est stocké du coup sur les serveurs de XAR directement. Et après aussi, on peut générer, on peut demander d'envoyer, par exemple, je vais m'envoyer à moi, donc une signature rapide d'un document. Donc, je vais pouvoir importer, imaginons, un document que j'ai. Ça, c'est plutôt bien ça aussi. Donc, un contrat de travail qu'on avait généré tout à l'heure. Donc, on drag and drop ici. La page de signature, comme on peut le voir, on est sur la page numéro 3. Donc, page de signature numéro 3.
Les coordonnées de signature, alors ça nous envoie directement, donc que veut dire une coordonnée de signature? En fait, XAR, pour avoir toute comment dire, l'accréditation légale pour pouvoir signer des documents, enfin, tout type de documents de manière légale, passe par une API qui s'appelle uSign. Et donc, du coup, uSign, par exemple, si je mets du coup mon document, je vais dire, je vais aller en page 3 et je veux signer. Et non, non, page 2. Et je veux signer. Oui, je suis parti. Ouais, alors. OK. Et je veux signer en page 3, par exemple. Donc, je vais mettre ma signature, je l'attends ici. Voilà, je peux la modifier. Et là, ça me calcule automatiquement, du coup, un peu comme le principe de latitude et de longitude. Et là, du coup, je me l'envoie. Ça a été envoyé bien par mail. Donc, c'est super. Je l'ai reçu par mail. Ouh là là. Mes données personnelles. Du coup, je l'ai reçu par mail. J'ai dû recevoir du coup une notification pour pouvoir le signer en ligne. Et voilà. Et comme par hasard, ça bug. uSign, par exemple. Voilà. Donc, ça me renvoie un mail. Là, en tant que salarié, je peux. Ça charge. Je peux directement signer le document. C'est un sacré gain de temps, hein, ce que tu nous proposes quand même. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est possible d'être fait avec tout type de contrat que de générer, par exemple, à la main ou autre. Il est possible aussi comment dire, de mettre des modèles de contrats qui sont faits pour l'entreprise, une entreprise A, par exemple, et qu'elle puisse après signer les contrats avec ses partenaires, des contrats de partenariat ou des contrats de CDI ou autres, et qu'ils puissent elles-mêmes pouvoir les générer. Voilà. Alors bien sûr, là, pour le webinaire, on a pris le parti de faire cette présentation d'outils donc sur ce cas d'usage de génération de contrats automatiques. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a pas mal de fonctionnalités qui existent et donc pas mal de possibilités pour vous créer un outil sur mesure pour votre structure. Très bien. Sur Voilà. les questions, est-ce qu'il y a des questions sur XAR, sur cette démonstration de génération de contrats automatisés? En tout cas, merci à Franz d'avoir partagé le lien avant même que j'ai eu le temps de le faire. Du coup, chacun a pu aller Alors, voir. on a une question. Pardon. C'est J'ai- vous qui avez fait le paramétrage sur XAR pour pouvoir avoir cette fonctionnalité de génération ou est-ce proposé, Alexandre? C'est proposé automatiquement la possibilité de générer des documents. Ensuite, en fait, faut créer un formulaire. Ce formulaire va donner en fait des variables, c'est-à-dire en fait en gros nom, prénom qui vont être sous crochet. Et ces crochets-là, par exemple, il faut les mettre dans vos documents Word que après vous allez mettre directement dans XAR. Et là directement, du coup, ça va repérer les noms, les champs qui sont dessus et ça va générer automatiquement. Donc la génération automatique de documents, non, c'est XAR qui le propose. L'envoi par mail, la signature aussi. Tout ça sont des fonctionnalités qui sont déjà proposées dans XAR, qu'il faut juste en fait comment dire, les lier entre elles hein, et puis créer les petits formulaires dedans. Il n'y a rien à coder, c'est réellement que du visuel. Et voilà. Alors, c'est sûr que pour lancer un projet no-code comme ça, pour se lancer sur un outil, on ne part pas tête baissée en se connectant sur la plateforme XAR, etc. Il y a une gestion de projet en amont avec une idéation, enfin voilà, tout ce qui est gestion de projet pour construire un produit, un outil ou un site web, etc. Donc, il y a des maquettes, il y a des réflexions, etc. à faire avant d'aboutir à ce résultat. Alors, tu as une question, Alexandre, sur la possibilité de générer plusieurs contrats type publi-postage. Type public postage, c'est une bonne question. C'est-à-dire
C'est-à-dire, alors en fait, je pense que ça pourrait être possible d'avoir un tableau comme ça, avec un bouton pour renvoyer à chacune des personnes, oui. Après, avoir un bouton pour envoyer à une base de données de 100 personnes, par exemple, j'ai pas envie de m'avancer, je ne sais pas encore, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que XAR, en fait, du coup, il est en perpétuelle évolution. C'est un outil qui est assez récent, par rapport à Bubble qui a 10 ans. C'est assez récent. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses qui se développent très rapidement. Et c'est une équipe qui est vraiment à l'écoute des retours utilisateurs pour développer des fonctionnalités qui sont effectivement demandées par leurs clients. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, on est sur XAR, mais on en a parlé tout à l'heure, il y a d'autres plateformes. Et là, tu as mentionné Bubble. Mais là, c'est vrai qu'on est parti sur XAR pour des raisons aussi qu'on a développées à RGPD. On va aussi évoquer cette question avec Nicolas. Ok. Je vais reprendre le lead du partage, du coup. Merci. Yes. Hop, je fais une bêtise. Alors, boum. Donc, on en était là. Ouais. Mais il n'y a pas de slide pour Nicolas. D'accord. Non. Nicolas, il assure en live. Merci, Nicolas. Du coup, je retire le partage. Oui, tu peux enlever l'écran. Sympa. À toi, Nicolas. Je te laisse la parole. Merci. C'est bon, tout le monde m'entend bien? Très bien. Parfait. Donc, du coup, je suis censé intervenir sur la notion de RGPD et sur les outils no-code. Donc, en réalité, les outils no-code, quand vous les utilisez en tant qu'avocat, en tant que juriste, vous allez devenir des développeurs. Des développeurs, même si vous ne touchez pas de code, vous allez devenir des développeurs avec toutes les responsabilités que cela incombe. Donc, pour être assez rapide et rester quand même assez factuel, j'ai structuré mon intervention pour bien vous expliquer sous forme de points réflexes, en fait. Quel réflexe vous devez avoir en tant que développeur par rapport au RGPD? Donc déjà, 2 prérequis. Le premier prérequis, c'est que pour que le RGPD s'applique, il faut qu'il y ait du traitement de données personnelles. Donc, si vous ne traitez pas de données personnelles, par exemple, si vous êtes avocat et que vous faites uniquement du corporate, que du droit des sociétés et que vous ne gérez que des informations relatives à des sociétés, le RGPD ne s'appliquera pas puisque le RGPD, c'est des données personnelles relatives à des personnes physiques. Vous verrez que ce que je dis là par rapport aux documents que vous pouvez avoir par rapport à des personnes morales, donc des sociétés, par rapport à mon point réflexe numéro 4, vous verrez que ça a une relative importance. Donc, premier prérequis, c'est que pour que le RGPD s'applique, évidemment, vous devez, dans le développement de votre outil no-code, gérer de la donnée personnelle. Deuxième prérequis, il faut bien comprendre que ces outils no-code, comme XAR et tous les autres qui ont pu être évoqués, ils n'engageront jamais leur responsabilité sur l'usage que vous faites des données personnelles. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils mettent en place un outil, ils hébergent vos données. Effectivement, s'il y a une violation de l'hébergement au sens le plus strict, ils engageront leur responsabilité. Par contre, ils n'engageront jamais leur responsabilité sur ce que vous faites, vous, du traitement de vos données personnelles. Donc ça, c'est quand même un point qui est ultra important. Et quand vous regardez les conditions générales d'utilisation de la plupart de ces plateformes, c'est spécifiquement mentionné. XAR, par exemple, parce que j'ai évidemment épluché un peu toutes les conditions générales d'utilisation. XAR le précise, mais c'est absolument normal en réalité, puisqu'ils ne sont pas censés savoir, eux, ils hébergent vos données, mais ils ne sont pas censés savoir ce que vous collectez, comment vous les traitez et à qui vous les transférez. Donc, c'est votre responsabilité. Donc, ça, c'est les deux prérequis de base quand on aborde ces réflexes qu'on doit avoir quand on va développer un outil no-code. Donc, premier point réflexe, c'est évidemment, et là c'est pour faire le lien, la transition avec ce qu'on a évoqué précédemment, c'est évidemment de bien choisir sa plateforme. Parce que le choix de la plateforme, ça va quand même guider déjà une certaine éthique de traitement des données personnelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour bien choisir sa plateforme? Déjà, puisque je pense qu'on est tous entre juristes,
ben, une fois qu'on a préchoisi, on va dire, un outil, on va lire les conditions générales d'utilisation et on essaye de tout lire. Parce que c'est vraiment important de pouvoir savoir comment, notamment sur les questions de responsabilité, etc., comment c'est orienté. Et ensuite, on va lire la politique RGPD pour voir comment, sont stockées les données, s'il y a des transferts de données à l'étranger, le lieu d'hébergement des données, etc., etc. Donc, quand j'ai préparé du coup ce webinaire, j'ai fait un peu le tour quand même des plateformes, puisque des plateformes no-code. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir que bon, XAR est quand même plutôt RGPD compatible, je vous dirais même RGPD compatible, puisque les données sont hébergées en France, il n'y a pas de transfert de données à l'étranger, c'est soumis totalement au RGPD, mais vous prenez par exemple des plateformes comme Notion, Airtable ou encore Mailchimp qu'on a vu dans le webinaire. Déjà, premièrement, quand vous allez chercher la politique de confidentialité, elle n'est pas en français. Or, le RGPD, il impose que l'information qu'on transmet soit claire, concise et transparente. Donc déjà, si elle n'est pas dans la langue dans laquelle nous, on évolue, même si on est juriste sur des notions très compliquées de sous-traitants, d'hébergement, etc., ça ne remplit pas déjà une des obligations principales du RGPD, c'est-à-dire une information claire. Après, la plupart essayent de s'adapter plus ou moins au RGPD parce que c'est quand même un foyer de clients importants, l'Union européenne. Mais on voit quand même que la plupart du temps, il faut appel à des sous-traitants pour l'hébergement qui sont aux États-Unis. Par exemple, Notion, c'est AWS, donc Amazon, qui n'est pas le meilleur standard RGPD qu'on connaisse. Et vous prenez par exemple Zapier. Quand on est sur leurs conditions, ils ont un développement spécifique pour les Européens qui disent quand même en anglais, bon évidemment tout est en anglais, donc il faut absolument maîtriser la langue anglaise pour pouvoir comprendre quoi que ce soit, mais ils disent grosso modo que vous pouvez avoir un droit d'accès à vos données personnelles dans certains cas. C'est ce qui a marqué. Donc on ne sait pas trop, c'est pas marqué dans quel cas on peut avoir accès à nos données personnelles, donc c'est pas hyper précisé. Et pour les contacter, du coup, ils vous donnent un numéro de téléphone qui, j'imagine, est américain, puisque ça ne correspond pas à un standard français, et une adresse postale qui est à San Francisco, en Californie. Donc là, vous vous rendez bien compte que si vous voulez avoir quelconque information en passant par Zapier, ça devient de suite très compliqué, parce qu'il faut déjà maîtriser l'anglais juridique et l'anglais RGPD, plus pouvoir échanger avec eux par adresse postale aux États-Unis ou par téléphone. Donc, bien choisir sa plateforme, c'est le premier point réflexe que vous devez avoir. Deuxième point réflexe, c'est bien définir votre cadre de traitement des données. Donc là, on va se poser plusieurs questions lorsqu'on va évoquer le traitement des données personnelles. Déjà, est-ce que je collecte des données personnelles? Donc ça par rapport à mon prérequis, c'est de savoir différencier ce qu'est une donnée personnelle ou pas. Et est-ce que j'en collecte ou pas? Si c'est des données uniquement relatives à des entreprises et des personnes morales, ça ne sera pas considéré comme des données personnelles, je ne serai pas soumis au RGPD. Mais c'est très important déjà de le définir. Deuxièmement, est-ce que je peux collecter des données personnelles à caractère sensible? Donc, tout ce qui est, par exemple, pour le métier d'avocat, et il suffit qu'on ait un cabinet d'avocats généraliste pour se rendre compte qu'en réalité, on va traiter souvent des données très sensibles. On fait un peu de dommages corporels ou de responsabilité médicale, on a accès à des données de santé. Donc, un dossier médical, compte rendu d'opération, ce que vous voulez. Donc, que des éléments médicaux. Vous faites un petit peu de droit pénal, ben, vous avez accès à des casiers judiciaires, à des éléments de procédure pénale qui sont des documents sensibles par nature. Donc, déjà, bien vérifier ce que vous allez collecter avec ces plateformes. Et la dernière question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je peux me passer de cette collecte?
Donc, parfois, c'est impossible parce que si vous faites du droit de la famille et que vous avez besoin, vous devez traiter un divorce et que vous voulez, par exemple, moi, c'était l'idée que j'avais eue, je ne fais pas de divorce, mais l'idée que j'avais eue, c'était par exemple d'utiliser ces outils no-code pour mettre en place des formulaires pré-remplis qui vous permettent d'avoir toutes les informations sans faire des allers-retours avec les clients qui sont toujours un peu fastidieux en disant « Ah oui, mais vous ne m'avez pas donné le livret de famille, vous ne m'avez pas donné l'acte de naissance ». Faire une sorte de formulaire automatisé propre à chaque matière qui permet au client, quand il est en face, de dire je rattache mon livret de famille, je rattache, etc., etc. Et il faut savoir, voilà, bien définir ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Si vous pouvez vous en passer, ne le collectez pas. Donc ça, c'est le deuxième point réflexe, c'est définir bien notre cadre de traitement des données. Le troisième point réflexe, j'essaye de faire vite parce que je n'ai pas la maîtrise du temps, mais je ne veux pas qu'on soit non plus hors délai. Troisième point réflexe, c'est évidemment respecter les dispositions du RGPD. Donc, vous allez informer les utilisateurs, donc mettre en place une politique RGPD, politique de confidentialité. Bon, on peut l'appeler un peu comme on veut, mais c'est juste donner toutes les informations nécessaires à votre utilisateur. Et comme je le rappelle encore une nouvelle fois, il faut que l'information soit claire, concise et transparente pour l'utilisateur. Donc, ça veut dire que vous devez aussi vous adapter à votre public. Minimiser la collecte, ça c'est ce que je disais précédemment, et si vous avez la possibilité de l'anonymiser ou de la pseudonymiser selon la possibilité que vous avez de le faire. Donc ça permet de garantir une bonne collecte et un bon traitement des données personnelles. Ensuite, et ça fait encore référence à ce que je disais tout à l'heure, il faut évidemment toujours prévoir des voies de recours pour les utilisateurs, c'est-à-dire leur donner le moyen de pouvoir vous contacter très facilement. Je prenais l'exemple de Zapier, c'est pas très facile. Voilà, c'est pas quelque chose qui permet d'exercer ses droits très simplement. Donc ça, vous devez le prévoir. Dernier point réflexe, et ça c'est sûrement le plus important, et ça fera écho à ce que je disais en introduction, pensez à votre cybersécurité. Parce que l'article 32 du règlement du RGPD le prévoit expressément et toute l'architecture du RGPD, c'est-à-dire que si vous mettez en place tout ce que je viens de dire, vous pseudonymisez, vous minimisez, vous faites attention à bien avoir un registre de traitement, tout tombe à l'eau si ce n'est pas bien assis sur la cybersécurité de vos systèmes informatiques. Il faut savoir, et je pense que c'est important de le dire, de tous les rapports qu'on a de l'ANSSI ou du site cybermalveillance qui quand même collecte beaucoup de données et qui émettent beaucoup de statistiques, il faut savoir que 85% des cyberattaques ont pour origine un facteur humain. Donc, ça veut dire que grosso modo, les standards que vous avez, les standards classiques que vous pouvez avoir sur vos infrastructures, elles sont généralement assez suffisantes pour pouvoir vous protéger contre des cyberattaques. Néanmoins, c'est plutôt le comportement de l'utilisateur qui va influencer la cyberattaque. Par exemple, un cheval de Troie ou un ransomware, généralement, c'est un mauvais clic sur un mauvais lien. On prenait l'exemple, il y avait une conférence sur la cybersécurité qui prenait un exemple qui est complètement, assez hallucinant, mais qui a eu des conséquences hyper importantes pour la PME. Donc, c'était une PME d'une centaine de salariés qui faisait, il me semble, de l'imprimerie. Et en fait, sûrement, quelqu'un d'entreprise a fait un mauvais clic et il a installé sur le serveur un cheval de Troie qui permettait aux hackers de pouvoir surveiller, avoir accès à la messagerie, etc., etc. Et ce qu'ils ont fait, une fois qu'ils ont bien observé comment fonctionnait la société, ils ont pris le contrôle d'une messagerie, et notamment le messagerie du directeur financier, et ils ont envoyé un mail au président en disant
il faudrait que tu me fasses le virement sur ce compte-là de la messagerie du directeur financier. Le président, recevant ce mail qui vient de la boîte mail interne de l'entreprise, fait le clic, rentre ses données bancaires. En moins de 2 heures, tous les comptes de la société étaient vidés et c'était tout à fait impossible. Ensuite, le temps de se retourner, de comprendre ce qui s'était passé, c'était impossible de pouvoir retracer quoi que ce soit. Donc, vous voyez bien que là, c'est une double erreur humaine. C'est-à-dire, la première, c'est de pouvoir laisser installer un logiciel malveillant sur ses serveurs, qui ça est grosso modo vraiment de la sensibilisation du personnel. Et deuxièmement, de ne pas avoir de process sur des paiements comme ça. Donc là, je peux pas, ça prendrait beaucoup trop de temps de vous faire une liste exhaustive de ce que vous pouvez faire pour aménager votre cybersécurité. Vous pouvez aller sur le site de la CNIL, sur le site de l'ANSSI ou sur d'autres sites qui prévoient tout un tas de référentiels qui permettent déjà de se structurer à minima. Mais néanmoins, il y a quelques conseils qui sont relativement simples à mettre en place, c'est-à-dire déjà changer de mot de passe régulièrement. Ça, personne ne le fait. Essayez de choisir des mots de passe à authentification forte. Favoriser tout ce qui peut être la double authentification. Donc, dès que vous avez la possibilité via une application, la banque, etc., les impôts, là, il y a eu un cas de fraude au FORIB, c'est-à-dire que vous avez une entreprise qui voulait se faire rembourser par les impôts sa TVA et des hackers ont pu avoir accès à leur espace impôts.gouv et substituer un autre RIB à celui de l'entreprise et ainsi pouvoir se faire verser sur le RIB falsifié toute la TVA qu'ils auraient dû collecter. Donc très, très facilement, ça a été fait très facilement par les hackers. Mais s'ils avaient mis en place la double authentification sur le site impôts.gouv, ben, ils auraient été avertis sur un autre terminal qui avait une demande de changement de RIB. Et ça aurait pu être largement évité par juste ce petit changement. Et ensuite, effectivement, sécuriser toute votre infrastructure, faites des sauvegardes régulières, pensez à faire du chiffrement, mettre à jour tous ces logiciels antivirus, essayez de bien veiller à ce que vous ayez les correctifs quand il y a des failles critiques dans certains applicatifs. Donc ça, c'est que des conseils que vous pouvez retrouver très facilement sur le site de l'ANSSI, par exemple, qui sont très, très simples à mettre en place et qui vous permettent d'éviter la majorité. Je ne peux pas vous dire que vous êtes à 100% de protégé contre des attaques, mais ça vous permet déjà d'évacuer un certain nombre de risques. Alors, Je pense que c'est tout. merci Nicolas pour ton intervention. Du coup, j'ai deux questions. On prend les questions. Oui. Justine, on est d'accord, hein, on est dans le timing des questions. On est d'accord, on peut prendre Allez, les questions. C'est la deuxième question que Florent a posée, je te poserai la première après. Est-ce que le fait que ces plateformes soient dans le cloud, donc tu parlais de plateforme tout à l'heure, est-ce que le fait que ça soit dans le cloud, ça permet justement de prémunir contre les risques de cybersécurité? Je vais te laisser répondre et puis j'abonderai s'il y a besoin. C'est Alexandre ou moi? Toi, Alexandre, celui qui veut répondre, le fait que toutes les plateformes dont on parle soient dans le cloud, est-ce que ça permet de se prémunir contre les risques potentiels? Alors, pour moi, non, puisque en fait, le principal risque euh, qu'une- pour qu'une personne puisse avoir accès à ces données-là, c'est que ça vienne de votre système informatique. C'est-à-dire que vous avez un logiciel malveillant qui est sur votre serveur qui va permettre de récupérer les mots de passe de votre application, vous connecter dessus et ensuite exfiltrer les données personnelles de ce cloud. Enfin, c'est pas parce que c'est sur un cloud que ça sera sécurisé. En revanche, les attaques directement sur le cloud sans passer par vous, ça arrivera jamais. C'est beaucoup trop sécurisé. Et les hackers savent très bien que la faille, c'est pas d'attaquer l'hébergeur, c'est d'attaquer un autre point d'entrée, quoi. Donc, ça vous protège pas. Le seul moyen de vous protéger, d'assurer une bonne cybersécurité,
c'est de mettre en place des process, de bien être régulièrement à jour, de bien sensibiliser et sensibiliser son personnel sur ces risques-là. Ouais. Et je vois aussi d'autres choses, c'est que faire attention, du coup, par exemple, si vous développez une base de données, imaginons sur Airtable, d'éviter de la partager à tout le monde, de la mettre tout le monde peut la voir, par exemple, il y a eu quelqu'un view ou autre sur d'autres outils no-code. Donc de pas la rendre publique. Et par exemple aussi sur Bubble, il y a ce qu'on appelle les privacy rules. Et là, en fait, aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut permettre à tel utilisateur de voir telle donnée de tel autre utilisateur ou juste ses propres données. Et donc, de bien gérer avec ça pour que tout le monde ne puisse pas voir les données de tout le monde. Parce que même sur des sites internet, quand on va inspecter en fait chaque site dans leur code, etc., des fois, on peut récupérer des données en fait directement là-dessus qui sont pas du coup sécurisées et il faut les sécuriser. Il y a ça et aussi attention sur les mots de passe. Évitez d'utiliser votre date de naissance ou je ne sais quoi partout. Utilisez plutôt des générateurs de mots de passe ou comme par exemple Dashlane ou LastPass, où là, vous pouvez générer automatiquement des mots de passe, les sécuriser là-dedans via un mot de passe maître, où vous allez accéder là-dessus. Enfin, une sorte de wallet, un portefeuille, si vous voulez, de mots de passe. Ça, c'est une bonne pratique à avoir pour tout, en fait, hein. Même pas forcément pour le dev, mais pour vous, toutes vos données personnelles sur Google, etc. aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se fait hacker, c'est qu'on a l'habitude, on a beaucoup de gens, en fait, mettent leur mot de passe le même partout. Et ça, il ne faut pas du tout. Alors ça, effectivement, c'est hyper important, c'est d'essayer de vraiment cloisonner vos mots de passe et de pas mettre un seul mot de passe. Alors je sais que c'est beaucoup plus simple parce que en termes de mémoire, sinon ça devient compliqué, mais essayez de multiplier vos mots de passe en fonction des utilisations et surtout bien cloisonner ce qui est professionnel, personnel. Dans ce qui est professionnel, vous avez un mot de passe messagerie, vous avez un mot de passe Airtable. Ça, différenciez-les parce que c'est hyper important, ça vous permet de vous protéger s'il y en a un qui tombe. Parce que là, si vous avez le même partout, si vous vous faites hacker votre mot de passe, vous perdez ils ont accès à tout. Et les hackers, ils ont ce côté un peu intuitif qui leur permet de savoir, ils vont tout tester. Et sachez que ça va extrêmement vite et que généralement, le temps qu'on s'en rende compte, tout est déjà fini et après, il faut reconstruire. Mais vraiment, une fois qu'on s'en est rendu compte, c'est vraiment trop tard. Il n'y a aucun retour en arrière possible. Après, il y avait une question tout à l'heure. Merci, merci messieurs. Il y avait une question un petit peu plus haut sur le fait que les plateformes soient considérées comme des statuts de sous-traitants. Je pense que c'est Florent qui nous posait la question. Je pense qu'il parlait d'Adalo, Bubble et compagnie. Quelle réponse vous pouvez lui offrir, peut-être Alexandre ou Justine? Wow. Est-ce que les plateformes sont considérées comme sous-traitants? C'était ça la question. Oui, absolument. Est-ce que les plateformes elles peuvent être considérées comme des sous-traitants? Moi, j'ai un début de réponse, peut-être pour vous. Après, si Florent veut reprendre la parole, peut-être. Ou Nicolas aussi. Ouais, je pense que c'était plus, si Florent peut préciser, est-ce que c'est sous-traitant au sens du RGPD, j'imagine? Florent, es-tu là? Êtes-vous parmi nous, Florent? Florent est parti. Florent est parti. Bon. Alors, je pense que on va partir sur le principe que c'était RGPD. Qu'est-ce que tu pourrais nous répondre? Alors, il faut définir. Après, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse vraiment précise, mais en tout cas, dans tout ce que j'ai pu lire, ces plateformes ne se définissent pas, eux, comme des sous-traitants, ils se définissent plutôt comme des prestataires de services. Pour moi, au sens du RGPD, ils sont nécessairement des sous-traitants, puisque par eux va transiter en termes d'hébergement de la donnée. Donc, ils seront sous-traitants, mais dans tous les cas, quand vous lisez, alors qu'on appelle ça client, sous-traitant, quand vous lisez de toute façon les conditions générales d'utilisation, tout est bien spécifié et ça ressemble, entre guillemets, à un contrat de sous-traitance en disant voilà ce qu'on va faire pour vos données et voilà ce que vous, dans quelle zone vous êtes responsable.
Donc, moi, je pense que quand on prend la définition d'un sous-traitant, ça y correspond. Après, c'est juste que là, j'insiste encore sur bien lire les conditions générales d'utilisation qui définissent vraiment les limites. Et comme il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup d'intervenants dans ce domaine, ben, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ben, vous changez de plateforme et vous prenez celle qui vous semble la plus adaptée à votre activité. Super, merci pour ta réponse. Avez-vous d'autres questions, mes chers participants? On vous remercie d'être aussi nombreux d'ailleurs, hein. Vous êtes mobilisés en nombre aujourd'hui sur le sujet du code dans le monde des avocats. Peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on va profiter peut-être pour présenter quand même les structures, puisqu'on a été assez rapide au début, on a été au démarrage, donc je vais remettre si c'est OK pour Qui vous, sommes-nous? je vais remettre les intervenants, les photos des On se intervenants. représente à la fin. On se représente à la fin au cas où. Mais pourquoi pas, hein? Moi, j'aime. On a perdu Marie en route. Donc, pour rappel, Marie, la fondatrice d'Entre Confrères, qui est partie en audience, en fait. Donc, c'est dommage, ça tombe mal, mais on a eu de la chance de l'avoir 10 minutes avec nous. Donc, pour représenter Entre Confrères, étant donné qu'elle n'est pas là, donc Marie, c'est la fondatrice d'Entre Confrères. En fait, nous, on intervient avec Mohamed aussi, qui est associé, en coaching, stratégie et formation pour la croissance des cabinets, des avocats. Donc, on accompagne les avocats sur les sujets business, rentabilité, marketing, relations clients et innovation pour les cabinets. Voilà pourquoi aujourd'hui, on propose ce webinaire No Code pour les avocats avec Alexandre, qui est fondateur d'une agence No Code qui s'appelle La Bastide. Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur toi? Oui, du coup, moi, je suis formateur aussi chez Auto, qui est un organisme de formation autour d'un outil de code qui s'appelle Bubble, qui est assez complet. Je suis aussi cofondateur de l'association No Code for Good, qui met en lien les associations et les mondes de l'économie sociale et solidaire avec des no-codeurs bénévoles et ou qui veulent faire du tarif solidaire. Et aussi, du coup, cofondateur de l'agence labastide.io, qui est une agence no-code, beaucoup spécialisée sur des outils très complets comme Bubble, par exemple, ou Webflow, ou Xar aussi, et qui permet, à destination que des porteurs de projets à impact positif. Voilà. Et Alexandre, tu étais mon mentor sur le bootcamp, justement, où je me suis exercée un peu sur Bubble pour construire un outil no-code. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Tout à fait. Merci pour la présentation. Et Nicolas, est-ce que qui nous a accompagnés donc, sur l'aspect RGPD, Nicolas est avocat en propriété intellectuelle et RGPD. Nicolas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur toi? Non, pas spécialement. Donc, non, je suis avocat au barreau de Marseille. Je travaille beaucoup sur la question du RGPD et de la cybersécurité. Et non, je n'ai plus rien à ajouter. Je pense qu'il y a des questions sur ces notions-là. Je serais ravi d'y répondre. Mais... Moi, je voulais remercier tous ceux qui ont participé au webinaire. Mohamed pour l'animation. Bien sûr, Alexandre et Nicolas et Marie pour leur participation. Et j'espère qu'on a répondu au challenge de concrétiser le no-code pour les avocats. En tout cas, on a beaucoup cité les avocats et les juristes, mais dans l'audience, on n'a pas que des avocats et des juristes. Je vois les noms passer. Merci à tous encore. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Mohamed? Non, je remercie les participants. Je les invite à ne pas hésiter à nous suivre sur LinkedIn et puis à s'il y a des besoins. L'intervention sera en replay. Alors j'ai un petit peu raté mon départ. On a raté que 4 minutes, donc ça devrait aller. Le contenu principal y est. Je vous invite à pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des questions. Et puis encore merci pour votre temps, parce que je sais que le temps est une ressource rare pour tout le monde. Merci d'avoir été présent. On espère avoir effectivement répondu à vos attentes et à vos demandes. Et on est tous disponibles pour vous accompagner sur le sujet, sur LinkedIn ou directement sur nos sites web. Merci à tous et très bonne journée. Excellente journée à tous. Merci.